Maintenant, je vais demander à M. Constantin et M. Salaire quelle est leur vision du management dans un premier temps. Quand j'ai reçu ces questions, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le management? Est-ce qu'on peut apprendre le management? Est-ce que c'est compliqué? Puis petit à petit, j'essaie de me souvenir un petit peu de ce que l'on appelle le management. Et puis je crois qu'on ne peut pas catégoriser le management, la conduite d'une entreprise, la conduite d'un groupe, uniquement par un seul adjectif. Par exemple, participatif, autoritaire ou autre. Je pense qu'on doit être un peu de tout. Pour être un bon manager, il faut un peu de tout. Il faut écouter les gens, savoir les écouter, savoir les entendre, pas seulement les écouter. Et puis, il faut aussi, parfois, prendre des décisions. Ce qui m'intéresse, moi, dans le management, c'est la réflexion qui vient avant de prendre la décision. Et c'est peut-être ce passage-là qui, moi, m'a toujours le plus passionné dans le management, c'est comment réfléchir avant de prendre, comment on s'entoure pour prendre la bonne décision, avant de contrôler, de manager, etc. La problématique de l'appréciation de la situation, d'avoir plusieurs possibilités de réponse avant de prendre une décision, me semble un des facteurs essentiels de ce que j'appelle, moi, la conduite et pas le management. Alors, c'est comment ton prénom? Jean-Claude. Comme Jean-Claude, quand j'ai parcouru ces questions rapidement, bien sûr. Quand j'ai lu cette première question, la première des choses, c'est un peu ce que Jean-Claude dit, quel management? Parce que tous les managements ne sont pas les mêmes du tout. Pour vous expliquer, je suis à l'armée, tu donnais des ordres à tes soldats ou aux soldats, les mecs, ils devaient à l'époque obéir, autrement tu leur foutais 3 jours de tôle. Ok, donc tu n'avais pas besoin de prendre tellement de moyens. Napoléon, s'il devait faire partir des types à pied de la Bretagne pour les faire tuer à Moscou, il mettait la gendarmerie derrière et puis le problème était assez réglé, l'ordre était respecté. Après, tu as un management de temps. Alors, quand je dis un management de temps, je prends un championnat de foot. Tu sais que tu as 36 matchs entre un mois de juillet, entre un mois de juillet et un mois de mai, et que pendant ce temps-là, tu es convoqué à des heures très précises, indépendamment de ton état d'âme, ton humeur ou ta forme. Après, je prends un autre management professionnel qui, lui, n'est pas assujetti ni au temps, ni à la possibilité de donner un ordre et qu'il soit forcément respecté. Donc, tu rentres dans un autre management où là, tu dois encore faire rentrer plus d'émotions parce que finalement, aujourd'hui, ça va être très compliqué déjà pour qu'avoir toutes les lois que les gens peuvent avoir, qu'avoir toutes les protections qu'ils peuvent avoir, t'avoir toutes les sécurités qu'ils peuvent avoir. Ben, tu t'es pas bien un matin, ben, tu dis finalement je suis à l'assurance. Si tu n'es pas bien, tu n'as pas un boulot, tu peux être au chômage. Donc, l'envie de travailler disparaît fortement par la facilité qu'il y a. Qu'à voir aujourd'hui combien de gens qui disent, écoutez, on doit aller faire un test Covid, au lieu de dire, on va faire samedi matin, on va vite prendre jeudi, je ne suis pas trop bien vendredi et je ne vais pas au boulot. Donc, on a quand même aujourd'hui un management qui deviendra de plus en plus un management, alors quand je dis participatif pour dire quelque chose, ou en tout cas d'application. Et tu ne peux pas réussir un management d'application si tu ne donnes pas de la passion. Ça veut dire que si visiblement vous êtes dans un métier d'éducateur, si vous n'aimez pas les mômes que vous devez former, ça sera difficile d'avoir une bonne accroche avec eux et puis un bon retour avec eux. Donc finalement, on ne peut pas répondre au management comme ça, on doit répondre quel management, pourquoi, quand et à quel moment. Puis après, il y a aussi des affaires d'âge. Vous vous rendez bien compte que si vous êtes, j'en sais rien, un môme de 7 ou 8 ans n'a pas le même problème qu'un autre de 15, 16 ou 17 ans déjà. Parce que sur ces 10 ans-là, ça devient une autre personne, ça devient d'autres envies, tu as des réseaux sociaux, tu as des choses complètement différentes. Donc tout ça, ce n'est pas une réponse subtile, ce n'est pas des choses que tu peux apprendre dans une école non plus. Dans une école, on va vous tenir beaucoup de théories, mais en pratique, c'est toujours compliqué parce qu'une école reste une école, donc elle n'est pas forcément pratique, elle est tout le temps théorique. Donc en fonction de ces éléments-là, l'intuition et le ressenti de la personne va vous définir comment vous devez manager les gens finalement. Voilà un peu mon opinion. D'accord, merci. Donc si je comprends bien, l'intuition est quand même aussi un outil pour manager une entreprise ou un service ? Monsieur Seiler. J'aimerais juste rajouter à Christian que je suis colonel. Donc j'ai vécu un petit moment de savoir ce que c'est de donner un ordre et puis que les gens suivent. Et il est vrai qu'une anecdote que j'arrivais toujours pas à comprendre,
J'étais jeune chef de section, j'étais au Creuset. J'avais dans ma section un Valaisan qui faisait son dernier cours de répétition, c'est un des meilleurs avocats du Valais. Et je lui disais de la boue, lève-toi et tire. Il pleuvait, il était couvert de boue et il respectait mon ordre. J'étais surpris, je te dirai après. Je te dirai après. Surprenant, c'est le syndrome de la blouse blanche. On appelle ça ce syndrome de la blouse blanche. Tu donnes un ordre, il te suit, même si, de le fond, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Reprenez votre question, M. Pasquale. Par rapport à l'intuition. L'intuition, c'est une arme à double tranchant. Elle peut être excessivement bénéfique, on doit partir de l'intuition, mais elle peut aussi amener à des dérives de cette intuition. Donc, à mon avis, c'est comme on dit, hein, la première décision est souvent la bonne, mais pas toujours. Pas toujours. Je crois que la réflexion qui précède justement la décision, elle doit être prise de l'intuition, de l'intuitivité, oui, mais quand même cadrée par une réflexion plus approfondie et peut-être prendre des informations à gauche, à droite. Deuxième anecdote, Napoléon, tu citais Napoléon, avant de partir à la bataille, à la guerre, Austerlitz et autres, il avait toujours une seule personne à qui il allait demander si sa décision était bonne. C'était son médecin personnel, parce qu'il avait le droit de vie et de mort sur les gens. Il dit, voilà ce que je voulais faire. Toutes les décisions, il les a prises après avoir posé la question à son médecin personnel. Donc, vous voyez, il faut aussi l'intuition, mais il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Alors, il faut s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que vous, dans votre carrière professionnelle, vous avez su ou avez pu compter sur des personnes de confiance, ou en tout cas des personnes qui vous ont permis d'aller jusqu'où vous êtes allé? Tu peux jamais rien faire si tu n'as pas des personnes de confiance. Parce on a tous 2 bras, 2 jambes, 2 mains. Enfin, finalement, il faut avoir une multitude de mains, une multitude de têtes, une multitude d'énergie à donner pour pouvoir développer les choses. Donc, si tu n'as pas des personnes de confiance, tu n'as aucune chance d'avoir du volume. D'accord. Monsieur Seiler? On revient à la notion de management par rapport à cette notion de comment prendre ensemble des avis différents, etc. Et il est vrai que, alors personnellement, en ayant dirigé, M. Payot, qui est ici comme municipal, de plus ou moins de gauche, n'aime pas ça, mais une holding sociale, c'est une maison mère avec une 50aine de structures autour qui avaient la même direction, la même mission, et ben, dans ce fond, il faut avoir effectivement une culture de l'intuition et du management qui amène que au moment où on a on a défini une mission, donné les moyens nécessaires pour l'accomplir, que dans le fond, après, il faut faire confiance aux gens qui doivent pouvoir la mettre en œuvre avec le plus de liberté possible. Donc, si l'intuition, oui, mais il doit y avoir derrière un contrôle et après une liberté. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. D'accord. Alors, juste, si on compare la fonction publique, comme vous le disiez, par rapport à la gestion d'une institution sociale ou d'une entreprise sociale, et dans la gestion du privé, quelles seraient les différences selon vous dans une administration publique et dans une entreprise privée, en fonction de la prise en charge de votre marge de manœuvre? Compliqué. L'entreprise publique comme la nôtre, celle que j'ai dirigée, j'ai eu la chance de diriger pendant toutes ces années, amène à la société, aux gens, des plus-values. La garderie permet aux mamans de travailler, etc. Amène des plus-values. Mais ces plus-values ne sont pas une richesse immédiate. C'est une richesse pour la société, pour l'avenir. Elle n'est pas mesurable, ni en aspect financier, ni en aspect immédiat. On ne peut pas la contrôler immédiatement. C'est se dire que oui, ce qu'on fait, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour permettre, dans le fond, à ces enfants d'entrer dans une vie active de manière la mieux préparée possible. Je ne dirais pas autre chose, la mieux préparée possible. Et ce travail-là n'est pas mesurable. Dans une entreprise privée, tu as des objectifs, tu dois tourner, tu dois vivre, tu dois faire fonctionner les gens, et c'est un peu plus précis dans le temps, pressé dans le temps, mais dans le fond, on vit les deux dans une dynamique de bien-être, que ce soit le bien-être
des gens qu'on emploie, et que ce soit le bien-être des gens pour lesquels on travaille, je crois qu'on a tous une direction qui est celle-ci, et pas simplement le bien matériel et immédiat. Bon, pour moi, vous parlez du côté social. Moi, je suis quelqu'un qui considère que les meilleurs conseils d'administration, c'est des chiffres impairs inférieurs à 3. Donc, c'est difficile de... ça sera difficile de ramener ma fraise là-dessus. Par contre, où je rejoins Jean-Claude sur une chose, c'est où nous, notre côté social, c'est quand même tous ces mômes qui ont envie, à certains moments de leur vie, de dire on va être footballeur professionnel. Alors, moi, par essence, je sais très bien qu'ils ne sont pas tous footballeurs professionnels, mais je sais que par le sport, tu vas venir plus fort, où tu vas passer des périodes de ta vie où tu risqueras d'avoir moins de dommages. Par là, les mômes, s'ils veulent être footballeurs professionnels, ils ne vont pas forcément devoir mettre le nez dans fumer des kékés ou boire de l'alcool. Donc, ça veut dire qu'on fait déjà un pas là-dessus. Et puis après, on apprend d'une manière différente un peu l'ordre, la discipline, ce qui fait pas de mal. Mais après ça, le problème aujourd'hui, c'est que ce môme-là, quand on part de cette intention-là, il y a les parents. Et aujourd'hui, comme les dérives du foot sont très tournées vers l'argent, parce que c'est même de la folie, si on veut, les parents ne voient plus leur môme comme leur môme, mais voient leur môme comme une rente. Ça veut dire qu'on a un autre problème. Si vous regardez même des petits mômes de LOL, machin, moi j'ai un petit Portugais qui doit habiter au Oran ou là-bas, il m'envoie tous les week-ends le mot des petites vidéos de son petit Johan, qui a 7 ans, qui me dit, mais vous pensez que ça sera Cristiano Ronaldo, comment? Enfin, si on veut, le type, il tourne la boule. Donc, ce que je veux lui dire, non, mais je veux lui dire, tu ne peux pas lui dire autre chose. Je dis, bon, ben, c'est bien, il a bien fait, il a bien avec les copains, qu'il soit un peu moins égoïste, qu'il joue un petit peu avec les autres, et puis qu'il grandisse. Mais on a quand même une dérive éducative qui devient aussi influencée par les parents, et dans cette... alors, je veux pas, mais je pense quand même que dans la gamme de gamins qui vont au foot, c'est pas forcément des gamins de riches qui vont au golf. Donc, si après, en dehors de ça, il y a quand même une souffrance familiale de ne pas avoir accès à certains capitaux ou à certains conforts. Donc, il faut à ce niveau-là quand même tenir compte de tous ces éléments qui font que l'objectif de dire ben, finalement ils doivent tous grandir ensemble et puis tous essayer de devenir des hommes ou des filles aussi, parce que maintenant il y a beaucoup de filles qui commencent à faire du foot, plus fort, n'est pas suffisant. J'ai une théorie de vieux con quand je dis ça, parce que non mais c'est vrai, parce que les mamans qui ont 35 ans et qui veulent un sac Vuitton et puis qui ne peuvent pas l'avoir et puis qui se disent mais finalement c'est peut-être pas mon môme que je peux l'avoir, ils n'ont pas le même comportement que nos mamans à l'époque qui faisaient un gâteau puis on était content de bouffer à 4 heures. Donc, si on veut, on a une modification liée à tout ça dans le côté éducatif. Après, alors... Je vais alors exactement dans son sens. Aujourd'hui, le travail que vos éducatrices, ici il y a pas mal de gens qui sont des directions parce qu'ils aimeraient bien justement, mais les éducatrices sont confrontées justement à ces mamans, voire à ces papas aussi, qui font de leur enfant déjà le futur seigneur des stades ou le seigneur tout court. Hein. De ce côté-là, c'est une complication qui, de chaque jour, est plus importante dans ce job d'éducation. Je l'ai juste rajouté, cette partie-là du métier d'éducateur, mais c'est aussi dans ce sens-là que je considère que le métier est intéressant et même passionnant, c'est qu'il permet, tu parlais du sac Vuitton ou pas, dans le fond, d'aller dans une direction de l'égalité des chances au début de l'école, l'égalité des chances pour que chaque enfant puisse débuter son parcours scolaire le mieux possible et non pas avec des déficits trop importants. Et je pense que là, ce métier social, pour ce coup de main-là, est important. Et pour avoir dirigé pendant quelques années un club de foot junior, c'est incroyable de voir effectivement l'intérêt qu'ont ces petits mômes autour d'un ballon, même s'ils sont un peu aussi en train de gratter le sable, parce qu'ils ne sont pas encore sortis du sable, ils sont encore... mais tous ces éléments-là amènent une marche de la société meilleure. C'est un peu pour ça que pour le football ou pour l'éducation, on s'engage.
Merci. Alors, j'aimerais aussi revenir sur un élément qui est important, c'est la proximité. Donc, j'avais lu une interview de votre part dans le Nouvelliste où vous disiez que vous connaissez même le magasinier du F-Session, donc vous êtes assez proche de tous les collaborateurs du F-Session. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de très important et pourquoi? Non, mais la même chose sur mes chantiers, hein. Je peux rencontrer un mec du Kosovo, un mec du Portugal, un mec de n'importe où, je leur serre la main, je les connais tous. Le respect de l'autre, c'est pas forcément la proximité, c'est le respect de l'autre. Le fait de dire bonjour, de respecter le travail de l'autre, va déjà vous faciliter la première image que vous lui donnez. Parce qu'en réalité, on se regarde, si tout d'un coup tu as une attitude de con, tu vas te dire, ben, écoute, le mec c'est un con, puis tu es un con pour la vie. Par contre, si je te regarde et puis je te trouve sympa, quand tu fais ta petite gueule de souris, je vais dire, écoute, le mec il a une bonne bouille, il est sympa, puis après tu dis, ben, on pourra boire un verre, puis après derrière le verre, ben, tu peux essayer de faire passer un message et un autre truc. Donc sans... Pardon? Je suis dans le respect. Non, ce que je veux dire dans la chose, c'est essentiel d'avoir un premier contact et avoir de l'émotion et de parler au cœur des gens, parce que si tu ne le fais pas, c'est compliqué après d'attendre quelque chose en retour. Et pour vous, M. Seiler, la proximité? Bon, un exemple, j'ai toujours laissé ma porte de bureau ouverte. Jamais je l'ai fermée. Ça va vous montrer que, dans le fond, en premier, c'est une attitude d'accueil avant de juger ou avant, même si on a l'impression des fois, comme tu le dis, que ouais, c'est un petit con, mais ça fait rien. Ça fait rien. La porte ouverte, l'accueil, elle est quand même assez primordiale par rapport à ça. D'un autre côté, je ne peux pas arriver dans une structure d'accueil ou quelque chose en ayant l'attitude de celui qui sait tout, parce que ce n'était pas mon métier. Donc je suis obligé d'avoir, pas obligé, puis je le fais volontiers, une attitude plus humble par rapport au job qui m'a été confié. Et cette humilité-là, de je ne sais pas tout, apprends-moi aussi, ça a une puissance que des fois on ne mesure pas beaucoup, parce que ça met en confiance l'autre. Merci. Si on revenait au foot, comment géreriez-vous une équipe multiculturelle, hein, parce qu'actuellement on vit dans une société relativement multiculturelle, avec des valeurs, des envies différentes. En tant que vous, président du FC Sion, vous avez des joueurs venant d'horizons divers. Comment vous faites pour que l'équipe prenne corps avec l'entraîneur? Bon, c'est un de mes problèmes. Non, il faut bien savoir que dans un vestiaire de foot, des fois, j'ai entre 5 et 6 religions différentes. 5 à 6 religions différentes. Et le sujet religieux, c'est la première cause des guerres, est un sujet extrêmement sensible. Donc, alors, tu as des mecs qui... Enfin, c'est 5 à 6. Donc, tu ne peux pas avoir... T'as qu'un langage commun, c'est le bien ou le mal. Tu ne peux pas aller expliquer au type, écoute, la Mecque, elle est là-bas, puis l'autre, il dit, le Vatican, il est là. Donc, ce que je veux dire, si on veut, on est dans des sensibilités tellement complexes et compliquées qu'il y a des choses que tu ne peux pas traiter, que tu ne peux pas parler. Le mec qui te parle d'Allah, de Mohamed, enfin, chacun a son idée. Donc, tout ça, tu es obligé d'écarter pour essayer de parler du bien et du mal et essayer de parler d'un projet commun. Mais après, dans ma théorie individuelle, je ne vais pas pouvoir parler la même chose avec Ayoub, qui est algérien, qu'avec X, qui est italien, ou Y, qui est brésilien. C'est égal. On a toujours des cultures religieuses différentes, mais qui ont une grande influence sur l'éducation des gars. Alors, un type d'Afrique du Nord n'est pas du tout la même chose qu'un type catho d'Amérique du Sud ou qu'un type d'Afrique plus noire. Donc, on a un vrai problème lié quand même au passé des gens et à ce qu'on leur a inculqué depuis tout petit, qui fait quand même qu'après, pour modéliser, mettre tous peuls ensemble, c'est pas évident.
même si effectivement les soucis ne sont peut-être pas les mêmes, mais je pense que chaque directeur d'institution qui a 7, 10, 15 ou voire 40 ou 50 collaborateurs de son institution a ce souci-là de comment créer une équipe. C'est compliqué, donc il va falloir prendre chacun comme il est, essayer de plus ou moins le comprendre pour essayer d'amener ce panel dans la même direction. Et ça, c'est loin d'être facile. Je pense que c'est encore plus compliqué au football, mais dans les institutions, c'est aussi une difficulté, dans le fond, de faire côtoyer tous ces mondes. Nous, on a la chance, c'est d'avoir une formation de base des éducateurs qui est plus ou moins la même. Donc, on a moins de difficultés par rapport à ça. Et comme la religion n'entre pas immédiatement dans l'institution, puisqu'on est normalement sans connotation religieuse, c'est peut-être plus simple. Mais ce problème-là, je pense qu'il va aller en augmentant. Puis après, tu as autre chose. Après, tu as aussi les revenus des mecs. Alors, je voyais l'autre jour, sur l'équipe hier matin, Mbappé, il y avait toute une polémique parce qu'il a dit à Neymar qu'il lui a pas mis une bonne passe. Alors il dit, alors maintenant avec les caméras sur la gueule, tu vois tout ce que les mecs ils disent. Il dit mais ce bâtard, il est incapable de mettre une bonne passe. Quand tu devras les faire vivre Mbappé, Neymar toute la saison au Paris Saint-Germain, encore avec Messi, ben, tu verras que c'est quand même pas simple d'arriver au sommet où ils veulent aller, puis penser que c'est les meilleurs uniquement sur les mecs qu'ils ont, sans pouvoir réussir forcément à faire une équipe, sans avoir... Parce que tous les problèmes d'ego vont aussi te démolir une équipe. Tous ces problèmes-là c'est compliqué dans ces niveaux-là, qui est complètement différent, mais bien qu'il y aura d'autres problèmes dans les problèmes éducatifs. Mais ce que je veux dire, de l'autre côté, c'est extrêmement compliqué. La gestion, elle se fait pas. C'est plus qu'être malin pour réussir quand même. Et puis justement, donc le fait que ça arrive, hein, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous mettez en place pour remotiver justement? Parce que souvent, on sait que c'est des baisses de motivation. Les journalistes français appellent ça le mal de vente des joueurs de foot, style Mbappé. Il voulait partir au Real Madrid. Le transfert s'est pas fait, puis maintenant on sent qu'il est plus en conflit qu'autre chose. Vous, en tant que dirigeant, dans de telles situations, qu'est-ce que vous metteriez en place pour justement remotiver ce type de joueur ou ce type de personne? Parce qu'on peut aussi le trouver en tant que cadre ou intermédiaire, ou en tant que cadre, ou en tant qu'éducatrice, ou en tant qu'employé. Moi, j'ai juste une anecdote. Moi, j'ai commencé ce job. Les éducateurs et éducatrices du jeune enfant étaient payés à peu près à la hauteur d'une femme de ménage. Donc le boulot de remotiver les gens est plus simple en disant on va lutter ensemble, on va s'organiser ensemble pour améliorer votre rémunération, même si ce n'est pas des millions, mais quand même de passer d'un salaire de femme de ménage après un salaire de CFC, puis après un salaire d'école supérieure, c'est des éléments, il ne faut pas rêver, qui sont motivants. De toute manière, l'aspect pécunier, il est de toute façon motivant. Et après, c'est aussi... Le projet que met chaque direction dans l'organisation de son institution, tout en connaissant les règles du jeu, connaissant les objectifs, et puis la motivation qu'il met. Moi, je n'ai pas à motiver du personnel. C'est les directeurs qui sont, dans le fond, les principaux outils de motivation. Par contre, quand j'étais enseignant, oui, il fallait motiver les écoliers. De nouveau, une petite anecdote, j'appelais ça l'érotisation du savoir. Rendre le savoir érotique, intéressant et attirant. Pour finir, ce n'est pas ça l'intérêt, c'est le savoir lui-même, pas obligatoirement de le rendre intéressant. Oui, mais ça même, pour rendre intéressant, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je dis, tu es obligé de rendre sympa pour rendre intéressant, parce que les gens doivent se concentrer sur ce que tu leur racontes. Donc les mecs, s'ils ne sont pas concentrés sur ce que tu leur dis, les mômes ou bien les gamins qui jouent au foot ou bien plein de jeux d'équipe, si tu n'es pas concentré sur le truc, tu peux leur expliquer pendant des heures et des heures, il n'y a rien qui rentrera. Donc tu es obligé quand même de rendre la mariée jolie si tu veux qu'elle soit attirante et puis que les jeunes à qui tu parles plongent là-dessus. Donc c'est quand même... Je dis quand même, l'érotisation, de temps en temps, elle peut servir pour aller plus vite, en tout cas. Parce que si tu n'as pas si tu n'as pas quelque chose en plus, c'est pas facile de faire
partager ou de rendre la chose passionnante. Et puis, est-ce que dans votre carrière professionnelle, vous avez vécu un moment où vous avez vu une personne qui a su motiver, qui a su faire sortir les tripes, que ce soit au foot ou dans les entreprises ou dans le service, de dire « Ah bah oui, ce discours-là a été vraiment une source de motivation ». Ça peut être au niveau politique, ça peut être à tous les niveaux. J'hésite à dire ce que j'ai dans ma tête. Mais je vais quand même le dire. Je l'ai déjà dit mercredi passé. Un exemple pour moi de motivation, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai reçu la direction d'une garderie, je vais mettre du temps, je vais écouter les gens, je sais exactement où je veux aller, mais je vais dans le fond travailler avec eux. Et ça va mettre 5 années pour arriver à ce que je veux, mais en les écoutant, mais peut-être en modifiant un petit peu. C'est à l'entretien de collaboration que j'ai eu une fois avec Claude Tuller en 2003, elle dirigeait la garderie de Valency, et que je lui ai demandé comment est-ce qu'elle arrivait à motiver, à rendre, dans le fond, son personnel aussi proche de la mission. Eh bien, d'abord, c'était d'avoir une ligne claire, savoir l'expliquer, savoir la communiquer, et puis de ne pas précipiter les choses. Voilà un peu, par rapport à cette histoire de motivation, ce que je voulais juste relever. Alors, la question c'était est-ce que vous aviez vu ou entendu quelqu'un qui a su faire un discours qui vraiment était motivant, qui a fait que... Bon, qui était bien quand ce tapis qu'on enterre demain, donc si tu veux, qui était quand même un mec qui a... D'ailleurs, quand Deschamps quand la France est championne du monde en 98, Deschamps le dit, sans tapis à Marseille, on n'aurait pas cru en nous qu'on pouvait gagner. Donc, il y a quand même des mecs. Mais la motivation, alors si je vous donne une motivation sur un terrain de foot, il y a plusieurs choses différentes. J'en sais rien, quand on joue des fois en Coupe d'Europe à Liverpool, au Vélodrome, je me rappelle par exemple quand on avait, pour parler de tapis, parlons de ça, je suis avec Vicky sur le terrain au Vélodrome, on a l'ancien Vélodrome, on avait le record du stade. Vicky qui faisait son premier match, arrivé du Haut-Valais, premier match, puis tu avais toutes les gens qui gueulaient « on va vous tuer, on va vous tuer ». Le type, il est paralysé. Je suis obligé de dire « écoute, Raph, tu ne te fais aucun souci, le terrain fait 105 par 65 de large, comme ailleurs. Quand tu es sur ce terrain-là, il n'y a personne qui va te tuer. » Donc, si tu veux, après, il faut avoir un langage adapté à la situation. Donc, si je dois dire à un mec « écoute, on va faire ce bâtiment. Puis quand tu fais ce bâtiment, j'en sais rien, 25 millions. Et puis si à la fin, on en a dépensé 23 800, et puis je te redonne à 5% ou 6% sur le différentiel, le type, il va dire, ben, écoute, je vais reprendre 50, 60 000 balles de plus à la fin de l'année parce que j'ai bien amené l'objet que je devais mener. C'est une motivation par le pognon. Il y en a beaucoup. L'exit, non, il ne faut pas se faire d'illusions. La motivation par le pognon, elle est assez sensible. Les gens sont beaucoup plus courageux quand il y a de l'argent au bout que quand il n'y a pas de pognon. Hein. Donc, on a quand même cette chose-là. Puis après, tu as une motivation par la passion. Alors, quand je te parle d'un gamin qui veut faire une carrière et puis qu'un jour, à ce moment-là, il n'avait pas encore été avec l'équipe nationale, qui veut grandir, après, je crois que je l'ai vendu à Werder Brême. Si tu veux continuer, il a la motivation par le fait de vouloir être. Et puis après, il y a tous ceux qui voudraient être, mais qui ne peuvent plus, qu'il faut aussi motiver. Et ceux-là, il faut aussi un autre langage pour les motiver. Il y a plusieurs choses qui sont... alors, de temps en temps, tu peux bien dire, écoute, on fait faire une déclaration à ton père, à ta femme, à ta maman, à ta grand-mère, qu'elle te dise quelque chose. Tu dois aller chercher des appuis extérieurs pour aller encore toucher plus profond leur personnalité au fond. Mais la réalité des choses, c'est que la motivation passe beaucoup par l'argent quand même. Bon, à vous entendre, il y a l'argent qui est une chose importante, mais moi, ce qui rend très intéressant ce que vous êtes en train de dire les deux, c'est qu'il faut connaître la personne en face de qui vous êtes. Il faut aussi savoir trouver les motivations, ce qu'elle a besoin, lui faire confiance et surtout écouter son intuition. Est-ce que j'ai bien résumé? Moi, j'aimerais quand même poser une question. Si on perd 2-0 à Berne dans une finale de la Coupe Suisse et il gagne 3-2, qu'est-ce que tu leur as dit au milieu, à la mi-temps? Ça dépend les fois, c'est ce que je veux dire. Moi, par exemple,
J'ai pris l'équipe, l'équipe 22 fois. J'ai perdu 2 matchs, 2 nuls et gagné 18 fois. Avec le même contingent, le même groupe que les entraîneurs qui étaient en place le week-end d'avant. Alors après, ça dépend. Enfin, voilà. Ben, va regarder une fois, il y a un film là. On a fait un film sur quand on a battu balle l'autre fois 3-0. Il y a un film, tu peux regarder un peu comment ça se passe, une préparation d'une finale de coupe, mais il faut la rendre. Tu peux la rendre historique, tu peux la rendre belle et unique parce que c'est un jour de finale, c'est un jour de coupe, c'est particulier. Donc il y a des mots différents en fonction de l'événement aussi. Mais faites-vous aucun souci, n'importe qui, quand même, devant l'argent, la motivation gratuite n'existe pas, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. D'accord. Et puis, il y avait aussi tout un aspect au niveau de la gestion d'une entreprise quand elle grandit de façon des fois exponentielle ou de façon très très grande en peu de temps. Comment vous faites pour consolider une entreprise qui tout d'un coup prend de l'ampleur, puis à un moment donné, on doit se dire stop, là il faut consolider les fondations. En architecture, s'il n'y a pas les fondations, c'est compliqué pour un bâtiment. Et vous, M. Salaire, qui avez vécu ces dernières années dans un service qui a grandi énormément vite aussi, en peu de temps, maintenant, avec le recul, que feriez-vous au niveau de la consolidation d'un service de cette ampleur? En quelques mots, effectivement, on a passé d'à peu près, je sais pas moi, 300 collaborateurs à 1500 en l'espace de 15 ans. Donc c'est effectivement, il n'y a plus de places, on a passé de 1400 places à plus de 6000. Donc effectivement, mais moi, je suis excellent pour développer. Reste qu'il faut que je m'entoure de gens qui sont capables de consolider. Donc voilà un petit peu le terrain dans lequel on a travaillé pendant plusieurs années avec mon staff, mon état-major ou Mme Tuller. Il venait vers moi en me disant « Arrêtez, M. Seiler, on arrête, on consolide ». Puis moi, mon truc, c'est développer, c'est d'aller chercher des opportunités, travailler avec des entreprises pour développer des garderies, etc. Donc l'important, je crois qu'on ne peut pas être tout à la fois. Il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Mais ce qu'il dit Jean-Claude, la réalité, c'est pour consolider, tu as toujours besoin de qualité humaine autour de toi. Et quelle main-d'œuvre tu vas trouver qui te permet d'avoir une période de croissance et quelle main-d'œuvre tu as qui te permet aussi de dire ben, je dois consolider. Alors, quand j'essaie de m'expliquer, si tu veux faire de la croissance, tu fais un bâtiment, ben, tu sais très bien que si je monte ce mur là-bas, puis le mec il oublie de faire la porte, ça va vite te coûter 4000 balles pour la couper puis la refaire. Puis, donc, chaque geste compte. Donc, si tu as des gens qui ne sont pas forts dans les choses, ça ne sert à rien d'avoir de la croissance. Alors, je dis, prenons un bâtiment, tout d'un coup, la mode, c'était le travail temporaire. Tu prends des ouvriers au travail temporaire, ça veut dire que tu n'as plus réellement une vraie formation. Après, tu prends ici, dans le coin, ben, tu reprenais des ouvriers sur la France parce que c'est un peu moins cher, le machin. Mais si tu as le mec qui arrive et puis que dans le tuyau qui peut être là derrière, il t'a pas versé la bride, il t'a pas bien serré la bride, et puis que tu as fini ton bâtiment puis que ça coule, tu as les pires des emmerdes. Donc, toute consolidation nécessite d'avoir le personnel qui va avec et toute croissance nécessite d'avoir le personnel qui va avec. Si tu n'as personne pour avancer, ce sera difficile. Si tu n'as pas de locomotive, tu peux avoir une locomotive dans un train, mais si tu n'as pas de wagon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis si tu as que des wagons, pas de locomotive, le train ne va pas bouger beaucoup non plus. Donc le problème, c'est de savoir qui tu mets dans ces wagons, combien de wagons tu mets, comment tu les remplis, et puis est-ce que les gens qui sont là te permettent d'avancer ou pas. D'accord, merci. Voilà, on est arrivé à la fin de ce débat. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter, dans le fond, ce qu'a dit Christian et touche, je pense, chacun d'entre vous, puisque notre problème numéro 1 de l'éducation du jeune enfant, c'est la professionnalisation. Donc des gens qui aient une formation, même certifiée, que ce soit un CFC, une école supérieure, pour pouvoir s'occuper d'enfants. Et je faisais le parallèle, je crois, au repas à midi. Dans le fond, dans le monde de la construction, c'est dans un premier temps, la volonté était, dans le fond, d'engager des gens qui n'étaient peut-être pas tout à fait bien formés. Petit à petit, les milieux de la construction sont revenus en arrière et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on cherche des maçons qui sont bien formés, on cherche des professionnels du bâtiment et non pas simplement des gens qui vont ramasser ou qui vont simplement faire ce qu'on leur dit de faire. Et ça, cette professionnalisation, j'aimerais bien que dans les milieux de l'éducation du jeune enfant se passe la même chose que ce qui se passe maintenant dans les milieux de la construction où on a besoin de personnel formé.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Monsieur Constantin. Merci, Monsieur Seiler. Je pense qu'il mérite une salle d'applaudissements.